Place tout de suite à l'info du jour. On va aller prendre le pouls maintenant à Évian-les-Bains où s'achève aujourd'hui le sommet du G7. Autour de Donald Trump toujours, et d'Emmanuel Macron également. Il va être question aujourd'hui d'IA, la session qui va être axée sur la sécurité de l'intelligence artificielle. Ensuite, les présidents français et américains s'envoleront pour Versailles où les attend un fastueux dîner sous les ors de la République. Le président français abordera encore peut-être quelques dossiers épineux. Il a beaucoup été question d'Ukraine, d'Iran. Hier, on va faire le point aujourd'hui avec notre invité du jour, c'est Claude-France Arnoult, diplomate, conseillère associée pour la défense à l'Institut géopolitique de Bruxelles. Bonjour à vous, bienvenue sur ce plateau. Une nouvelle journée donc au sommet du G7. Le président français Emmanuel Macron a réuni ce matin une dernière fois à Évian-les-Bains les dirigeants. Une ultime journée en présence aussi des patrons de la tech mondiale, car la session est axée sur la sécurité de l'intelligence artificielle. Malgré de vives tensions douanières avec Donald Trump sur la fiscalité du numérique, eh bien, cette séquence va s'achever sur un accord pour interdire les réseaux sociaux au moins de 16 ans. De nouveaux dossiers abordés, après ceux déjà hier de l'Iran et bien sûr de l'Ukraine, fort d'un protocole d'accord conclu en début de semaine avec Téhéran. Donald Trump s'est montré enclin à aborder enfin de nouveau ce conflit oublié et relégué au second plan, celui de l'Ukraine, bien sûr. Claude-France Arnoult, dernier jour à Évian, et Trump est encore là. Est-ce que c'est un succès en soi déjà ? Oui, c'est un succès puisqu'au Canada, il était parti avant la fin et parti dans des conditions qui n'étaient pas très sympathiques. Donc oui, c'est bien. Ça serait normal, mais en l'occurrence, on n'est pas avec habitué à la Trump, c'est normalité bien. Avec lui, oui. Voilà. C'est bien, et non seulement cela, mais je crois que dans les conférences, ce qui déjà s'est dit à la presse, il a dit que c'était une bonne réunion et que c'était bien préparé et que c'était bien fait. Donc même sur le contenu, c'est pas seulement qu'il doit rester à Versailles le soir, même sur le contenu, il y a une reconnaissance d'un travail auquel il donne un satisfecit. Vous ne pensez pas que ça joue quand même le dîner à Versailles ce soir, et il a l'air d'en être très content? Oui, je pense que ça joue et c'est fait pour ça. Et je dirais que Versailles, c'est fait pour ça. À la limite, depuis Louis XIV. Je veux dire, Versailles, c'est un instrument politique et c'est tout à fait normal de l'utiliser. Et en tout cas, pour le moment, ça a l'air de fonctionner bien. Alors justement, on va regarder quelques images de nouveau, quelques archives. C'est vrai qu'on a tendance à oublier vite. On va vous rafraîchir la mémoire dans l'info du jour. Effectivement, Versailles accueille de tout temps des dirigeants pour parfois séduire et aborder évidemment des questions un peu plus sensibles. Explication, regardez. Il s'apprêtait à rentrer aux États-Unis dès la fin du G7. Emmanuel Macron l'a retenu pour un dîner de prestige ce soir pour célébrer les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Donald Trump apprécie. Le président français est un homme très gentil. Il m'a invité à dîner à Versailles. Et Versailles, c'est pas du plaqué or. C'est du lourd. Depuis des lustres, le faste royal du château de Louis XIV est un outil précieux de la diplomatie républicaine. On a pu voir le général de Gaulle et Madame Kennedy. En juin 1961, le général de Gaulle y a reçu le couple Kennedy. En 1972, la reine Élisabeth II d'Angleterre y fut invitée par Georges Pompidou. En 1990, lors de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, François Mitterrand y organisa une grande soirée, ballets et banquets pour George Bush, Mikhaïl Gorbatchev, Margaret Thatcher et Helmut Kohl. Même le sulfureux colonel Kadhafi a eu droit en 2007 à la Galerie des Glaces. Quand on rentre dans ce château, on ne peut qu'être ébloui par tant de beauté. Dernier visiteur en date, et non des moindres, le roi Charles III d'Angleterre. Voilà, Versailles finalement presque comme une carotte qu'on agite pour faire quoi? Pour séduire Trump. On a vu hier aussi l'Allemand Friedrich Merz lui offrir un maillot de foot, floqué 47 dans le dos. On sent quand même les Européens très volontiers vouloir essayer de séduire, d'apparaître comme important aux yeux du président américain. Moi, je crois qu'il faut faire la part des choses. C'est normal. À un sommet du G7, on fait des petits cadeaux. Un maillot, c'est pas un cadeau en or. Donc c'est une tradition, et qu'on soit poli avec les invités, c'est normal.
Et en plus, en diplomatie, on veut que ça serve à quelque chose, qu'on en sorte un produit. Il y a le communiqué du G7 qui est bien, qui est étonnamment bon. Donc, a accepté Trump. Il dira peut-être le contraire demain, mais en tout cas, pour le moment, qui a été accepté, donc c'est bon. Et sur le fait d'utiliser donc ces sommets, c'est quand même fait pour être courtois, poli, et que les gens se retrouvent. Et là, c'était important, les gens qui se retrouvaient. Vous n'avez pas le sentiment que les Européens, quand même, mangent un peu presque dans la main et flattent beaucoup le président américain? Non, si j'avais ce sentiment, je vous le dirais. Et il y a d'autres moments où on l'a. Quand on se couche sur les tarifs douaniers, là, c'est trop. C'est trop. Quand le secrétaire général de l'OTAN remercie Dadi, etc., c'est indécent. Moi, je trouve que là, le niveau de ce qui est fait à Evian, c'est normal. C'est juste normal. Et Versailles, on a oublié un épisode. Moi, j'ai connu, ça donne mon âge, en 82, le sommet du G7 à Versailles. Et j'avais hérité du gros lot, puisque en tant que jeune agent du Quai d'Orsay, j'avais hérité de la délégation américaine. Et je peux vous dire que c'était d'ailleurs un moment de grande tension, 1982, où les Américains nous voyaient comme affiliés au KGB. Enfin, c'était assez tendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Versailles, c'est fait pour ça. Et encore une fois, historiquement, Versailles, c'était un instrument politique. Politique intérieure, mater les nobles, mais politique extérieure, impressionner les partenaires. Donc ça reste, ça me paraît normal. C'est pas de la flagornerie. Ça peut offrir cette détente qui est évidemment toujours nécessaire avec Donald Trump. Vous commentiez sa réaction vis-à-vis de cet accord, de cette conclusion de ce sommet du G7. Il parle souvent de très bon accord et il use de superlatifs dans tous les sens en général. Il est toujours très optimiste et puis on voit derrière ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux, Trump? Est-ce qu'il est fiable? On est obligé de prendre le président des États-Unis d'Amérique au sérieux. Est-ce que Trump est fiable? Non. Bien évidemment, non. Enfin, il en donne tous les jours des preuves que je n'ai pas tous les instruments et les informations pour analyser. Mais donc, il y a un côté totalement fluctuant, question de... un tempérament... Très volatile. Volatile, bon. Et c'est pareil, il faut faire avec. Parce que c'est comme les autres qu'on ne trouve pas nécessairement sympathiques, on ne les déplace pas sur la carte. Ils sont là, ils sont élus, ils sont légitimes. Saisir l'opportunité quand elle est là, en l'occurrence, là, les Européens voulaient... le remettre face à la guerre en Ukraine, profiter de cet accord qui a été conclu, ou en tout cas ce protocole d'accord, parce qu'on n'est pas encore sur un accord de paix durable, mais protocole d'accord dont ils se félicitent qui a été conclu avec l'Iran. Les Européens espèrent beaucoup des Américains qu'ils reviennent dans le jeu de la guerre en Ukraine. On va écouter à ce propos quelques mots du président américain, puis on en reparle juste après. Écoutez, la Russie doit conclure un accord. Ils ont perdu beaucoup d'hommes et l'Ukraine aussi. J'ai discuté avec Vladimir Poutine dimanche, mais il y a beaucoup de haine entre les deux dirigeants. Voilà qu'il discute de nouveau avec Zelensky, avec Poutine. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que ça y est, il va se préoccuper de nouveau de l'Ukraine, Trump? Probablement, il le fera s'il y a une chance qu'il puisse le présenter comme un succès. Donc je pense que ce qu'il va vouloir mesurer, c'est est-ce qu'il peut, comme il le fait pour l'Iran, et comme vous le dites très justement, on verra. On verra ce que veut dire ce protocole d'accord et ces premiers éléments qu'on a. Donc on verra ça dans un mois, dans la plus grande durée. Sur la Russie, est-ce qu'il voit une opportunité qu'il y ait un accord? C'est possible, parce qu'il y a des éléments qui rétablissent quand même un certain avantage pour les Ukrainiens, qui pourraient amener Poutine à être plus favorable à des modalités d'accord. Donc oui, c'est possible qu'ils s'y remettent. Là, ce qui est bon aussi, alors là encore, je ne suis pas sûre qu'ils lisent les communiqués qui sont signés en son nom, mais le communiqué du G7, il est signé au nom du président des États-Unis. Donc on reprend l'aide à l'Ukraine. Bon, certes, c'est les Européens qui payent, mais bon, on reprend l'aide à l'Ukraine, y compris sur des matériels absolument essentiels. Et on parle de sanctions pour la Russie. Et là, il l'a mentionné, le fait qu'il est rétablir les sanctions contre Moscou, maintenant que le pétrole circule de nouveau dans le détroit d'Ormuz, ou en tout cas est autorisé à circuler. Mais est-ce que tout ça n'est pas très instable si ça se compliquait de nouveau dans le détroit d'Ormuz? Et il a d'ailleurs dit tout à l'heure, il y a une demi-heure, il était prêt à, Donald Trump, recommencer, je le cite, à balancer des bombes si l'Iran ne se comporte pas bien. Tout ça est quand même très fragile, on est d'accord? Totalement. Donc je n'ai rien à ajouter à ce que vous dites, c'est totalement instable, totalement fragile. Là, on présente un succès, et en soi, c'est bien puisque ça permet le dialogue. Au lieu de l'invective,
dont il est quand même familier. Mais maintenant, tout reste à mettre en forme et à mettre en œuvre. De même que la réouverture du détroit d'Ormuz, il faut voir. Le président a proposé que les Européens et les Français en particulier, les Britanniques, jouent un rôle. Trump a répondu qu'il n'en avait pas besoin. Encore une fois, ça n'est pas si simple, le détroit d'Ormuz, et ça dépend totalement de ce que sera le comportement des Iraniens et de leurs alliés. Sur l'Ukraine, on évoquait cette possibilité d'accord, ou au moins cette possibilité de reprendre des discussions. Ça fait quand même de longs mois qu'on n'en parle absolument plus de l'Ukraine. Trump était omnibulé par la situation au Moyen-Orient. Il y a une chance, là, aujourd'hui, vous nous dites, qu'il déplace le curseur. Il va voir ce qu'il arrange, évidemment, et ce qui est possible ou pas. Vous me disiez avec Moscou. Est-ce que les Russes, au vu de ce qui se passe aussi sur le terrain, sont peut-être plus enclins à négocier, à discuter au moins? Ils sont peut-être moins certains d'être gagnants à mesure que le temps passe. Finalement, il y a quelques mois, je pense qu'il y avait une espèce de confiance à Moscou que plus le temps passait, plus l'Ukraine cédait du terrain. Aujourd'hui, non. Puisque l'Ukraine va même jusqu'à frapper sur Saint-Pétersbourg en pleine réunion internationale des partenaires de Poutine. Donc il est moins sûr aujourd'hui, vu du côté russe, qu'il y ait tout à gagner à attendre. Donc ça peut être effectivement un moment où les Russes peuvent venir à la table. On n'est plus non plus, et ça je crois que c'est important, dans un moment où Trump ne veut surtout pas des Européens à table. Il ne le dit plus pour le moment. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il dira demain. Mais en tout cas, pour le moment, il ne le dit plus. Voilà, pour le moment, il ne le dit plus. Et les Européens, là, c'est assez significatif. Certains d'entre eux disaient qu'il ne faut pas du tout parler avec Poutine. Et maintenant, vous trouvez, y compris chez le président finlandais, y compris chez Mme Kallas, qui est la haute représentante à l'Union européenne pour les questions de politique étrangère, et revient l'idée qu'il faut quand même que les Européens soient plus que dans la salle, et un rôle à jouer dans la négociation. Donc pour ça, il faut parler. C'est le fait de quoi, ça? Qu'est-ce qui a fait changer les positions? C'est la guerre qui s'est installée et qui s'éternise? Je crois que c'est la guerre qui s'est installée, c'est le réalisme de Zelensky, et c'est le fait que tous ceux qui disaient il ne faut pas parler à Poutine, et qui ont reproché au président français d'avoir parlé à Poutine, se rendent compte que si on ne leur parle pas, c'est du direct entre Poutine et Trump dans les pires conditions, à la fois pour l'Ukraine et pour les Européens. Parce qu'il y a un intérêt majeur pour l'Ukraine et il y a un intérêt de sécurité majeur pour l'ensemble de l'Europe. Vous rappelez justement qu'Emmanuel Macron fait partie des seuls qui a continué à maintenir le lien, ou en tout cas tenté de maintenir le lien avec Vladimir Poutine. Est-ce que c'est un président russe isolé qu'on observe là aujourd'hui? Je n'irai pas jusque-là, parce qu'il y a quand même tous les autres dont on ne parle pas. Il y a les Chinois, il y a beaucoup de pays du Sud qui ne sont ni pour l'un ni pour l'autre, et qui considèrent qu'il y a 2 poids 2 mesures dans le traitement des conflits. Et quand on voit qui vote aux Nations Unies pour condamner la Russie, on ne peut pas dire que la Russie soit isolée. Et alors quand en plus Trump disait que Poutine avait raison, elle était encore moins isolée. Il n'y avait que les Européens pour mettre la pression sur Poutine dans la mesure où il voulait bien la ressentir. Donc non, je ne pense pas qu'il faille se leurrer sur le fait que Poutine est isolé. Je pense que quand même la situation est plus dure pour lui que ce qu'il imaginait, et même encore il y a quelques mois. Pendant que vous parlez, on voit quelques clichés derrière vous qu'on va peut-être voir à l'écran. Volodymyr Zelensky, donc, qui a été accueilli hier sur les bords du lac Léman par Emmanuel Macron, et qui est en train de discuter comme ça à la table. Alors là, c'est une discussion informelle. Il y a eu une réunion plus officielle l'après-midi avec Donald Trump, Marco Rubio également qui est sur place. On sent quand même qu'on s'est habitué à se parler et que le ton est beaucoup plus facile, enfin en tout cas beaucoup plus léger. On se souvient de la séquence à la Maison-Blanche, elle est loin derrière. Elle est loin derrière. Et il y a un élément que nous ne venons pas de mentionner, mais qui est important, c'est aussi les démonstrations des capacités ukrainiennes, notamment en matière de lutte contre les drones. Et le fait que les Ukrainiens sont maintenant dans une situation où Zelensky peut parler aux dirigeants égyptiens et aux dirigeants de la péninsule arabique en disant « mais moi, je peux vous livrer les drones ». Donc, ils sont devenus importants, et ils sont devenus, non pas le pauvre petit pays qui n'a... Vous n'avez pas les cartes. Ils ont les cartes. Ils ont maintenant des cartes, alors que Trump disait à Zelensky, il y a je ne sais plus combien de mois, qu'il n'avait aucune carte.
Donc ils ont des cartes, d'abord parce qu'ils ont montré qu'ils résistaient, ils ont montré qu'ils pouvaient aller jusqu'à Saint-Pétersbourg, ce qui est encore une fois un symbole énorme. La ville de Vladimir Poutine. Hein. Oui, la ville de Vladimir Poutine. Et la ville de Tsar. Bon. Donc ils l'ont montré, et ils ont montré en plus qu'ils ont su, par eux-mêmes, alors que les Américains ont arrêté les livraisons des armes que demandaient initialement et que continuent de demander les Ukrainiens, mais maintenant les armes anti-drones, il y a une capacité ukrainienne qui peut bénéficier à tous. Et d'ailleurs, les États-Unis ont quand même consommé beaucoup de leurs propres capacités dans leur guerre contre l'Iran, ce qui ne les met pas non plus dans une situation très facile. Ce qui n'est pas non plus bon pour d'ailleurs l'aide qu'ils pourront donner, parce qu'il faut encore qu'il leur en reste. Vous me faites une liaison parfaite. Ils ont utilisé beaucoup de leur arsenal donc, dans ce conflit au Moyen-Orient, des armes qu'ils continuent de livrer aussi aux Israéliens. On va écouter Trump qui tapait du poing sur la table hier, hein, qui s'agace quand même déjà depuis quelques jours, quelques semaines, face à l'attitude de Benyamin Netanyahou, et qui rappelait au Premier ministre israélien hier que sans le soutien américain, l'État hébreu n'était pas grand-chose. Écoutez. Sans les États-Unis, il n'y aurait pas d'Israël. Sans moi, il n'y aurait plus d'Israël. Aucun autre président n'aurait fait ce que j'ai fait. J'avais une très bonne relation avec Bibi, mais maintenant, Bibi doit être plus responsable en ce qui concerne le Liban. Je n'aime pas la façon dont Israël a géré le Liban et la question du Hezbollah. Ils auraient dû faire le boulot plus rapidement. C'est interminable. Plusieurs choses là qui sont dites, puisqu'on parlait des armes. Ce qu'il dit Donald Trump aujourd'hui, c'est sans les armes américaines, Israël ne serait plus là aujourd'hui. Pas tout à fait faux. C'est surprenant qu'ils le disent comme ça. Il y a un énorme soutien. Oui, c'est surprenant qu'ils le disent comme ça. Mais encore une fois, quel que soit le partenaire, d'un jour à l'autre, il va être le meilleur ami et après, il va dire des choses. C'est pas n'importe quel partenaire, pardonnez-moi. Vous avez tout à fait raison. Oui. C'est une histoire de longue date. Jamais les Américains ont été aussi virulents comme ça dans leurs propos. Non. En coulisses, au téléphone, c'est une chose, mais là, comme ça, un sommet du G7 qui plus est, des propos comme ceux-ci, c'est assez marquant. Mais parce qu'aussi, Netanyahou n'a pas obéi. C'est-à-dire que Trump veut dire qu'il arrive à un accord de paix. Là, le Liban en faisait partie et Israël frappe le sud de Beyrouth. Donc, quand un vassal, parce que c'est sa perception des autres partenaires, même importants, historiques et symboliques comme Israël, c'est quand même un vassal. Et quand un vassal se rebelle, on est en colère. Il se rebelle, il fait fi de tous les appels du pied de Donald Trump. Il y en a eu un certain nombre ces derniers jours. Les Américains qui ont d'abord demandé d'instaurer et d'imposer un cessez-le-feu au Liban. Ça a été fait, mais quelques jours seulement. On voit ce que ça donne, les cessez-le-feu au Liban ces dernières années. Il a ensuite imposé à Bibi de faire taire les armes, d'accepter cet accord avec les Iraniens. Je rappelle que c'est un protocole d'accord qui vaut un cessez-le-feu sur tous les fronts, le front libanais y compris. Et alors, hier, l'armée israélienne a repris les frappes sur plusieurs grandes villes du sud Liban. La question qui se pose aujourd'hui, c'est il joue à quoi? C'est quoi son plan à Benyamin Netanyahou aujourd'hui? Moi, je ne suis pas une spécialiste d'Israël, donc je suis très prudente. Mais il joue à réussir à obtenir les buts de guerre qu'il avait. Et là, il ne les a pas. Ni le Hamas, ni le Hezbollah, ni la destruction des capacités d'enrichissement d'uranium, ni la réduction des capacités balistiques. Donc peut-être que les négociations se passeront bien, mais pour le moment, il n'a obtenu aucune certitude sur des points essentiels pour lui, qu'il a géré d'une manière qu'on peut tout à fait critiquer, même dans l'intérêt d'Israël. Mais en tout cas, il n'est pas en train d'obtenir ce qu'il a cherché à obtenir par une violence, des pertes et une certaine forme d'isolement. Il est coincé aujourd'hui, Benyamin Netanyahou, entre ce que lui demande Trump, finalement, et cette nécessité, malgré tout, d'entretenir la relation avec l'allié américain qui lui apporte tant, on vient de le rappeler, et puis aussi ces promesses qui ont été faites avec son gouvernement. Il y a des élections qui vont avoir lieu en octobre prochain. Oui, donc lui aussi, il a une situation de politique intérieure qui a de surcroît des répercussions, y compris personnelles, très lourdes. Donc, perdre les élections, c'est très, très grave. Jusqu'où ça peut aller, selon vous, cette relation entre l'allié
israéliens et les Américains. Quand Trump s'énerve, s'agace comme ça, ouvertement, il rappelle à Netanyahou que l'État hébreu pourrait ne plus exister s'il n'y avait pas eu l'aide américaine. Mais encore, c'est volatile. On ne peut pas savoir. Mais c'est un peu, si je reviens sur un terrain que je connais mieux, comme la relation avec les Européens. Normalement, il y a des fondements historiques, profonds, d'intérêt aussi, auxquels Trump est forcément sensible, à avoir une relation importante, notamment dans le cadre de l'Alliance Atlantique avec les Européens. Et pour autant, il dit que l'OTAN n'est rien, qu'il peut en sortir. Donc ce qui nous arrive à nous, Européens, je pense que vu d'Israël, c'est aussi ce qui pourrait leur arriver. Et ça ne veut pas dire qu'il cassera, parce qu'il y a des intérêts lourds. Et puis, il y a une partie de la classe dirigeante américaine, les deux partis confondus, républicains et démocrates, mais aussi la population, qui s'accommoderait mal, je pense, d'une vraie rupture avec les Européens et d'une vraie rupture avec Israël. Donc, c'est peut-être qu'une posture, finalement. C'est encore et un une coup de dernière colère, carte qu'il abat. Il ne m'a pas obéi, je suis fâchée. Oui, c'est souvent comme ça avec lui. Peut-être pour en revenir à la diplomatie européenne, on était avec Bruno Darroux tout à l'heure, qui est notre envoyé spécial à Évian-les-Bains, et il nous rappelait le succès de cette séquence du G7 pour Emmanuel Macron. Oui, alors c'est pareil, il faut espérer que demain dans l'avion, il ne dit pas, mais si finalement je vais mettre 100%, 200% de droits de douane, et je ne bois pas de vin, de toute façon ça m'est égal. Bon. Après le repas à Versailles, ce serait possible ça. Il paraît qu'il ne boit pas de vin. Donc, tout est possible. Mais pas forcément dans l'avion de retour, mais, mais pour le moment, je pense que pour les Européens... et pour les Japonais, les Canadiens, enfin c'est les 7 du sommet de Versailles, du sommet d'Évian et avant le dîner à Versailles. Je pense que c'est vraiment bien joué. Et que les 7, comme le dit le Canadien, il y a vraiment un rôle à jouer. Alors, ce sont pas... maintenant, on considère que ce sont des pouvoirs de puissance intermédiaire, mais le Japon, le Canada et puis les autres pays européens qui sont là réunis ont montré que ça fonctionnait bien. Ils ont appris les leçons du passé, les Européens. Vous trouvez aujourd'hui, on a le sentiment d'une mécanique un peu plus huilée. Je parle avec Trump, bien sûr. J'espère. Ça fait plus d'un an et quelques mois qu'il est de retour. C'est une toute autre version, et ça, on l'a beaucoup commenté ici. Et les Européens, on a le sentiment qu'ils sont quand même mis en marche, qu'ils s'adaptent. Je parlais des cadeaux tout à l'heure et de cette façon de charmer le président américain. C'est un jeu d'équilibriste extrêmement difficile, qu'ils réussissent plutôt bien en ce moment. Donc, je rajoute en ce moment. Ben là, ils ont réussi. J'espère qu'ils réussiront de la même manière au sommet de l'OTAN à Istanbul début juillet. Mais voilà, là, l'organisateur, c'était un des membres du G7, en l'occurrence la France, et le président Macron. À Istanbul, ce seront les Turcs pour qui c'est très important. Mais ce sera aussi le secrétaire général de l'OTAN qui, lui, a vraiment misé sur la flagornerie de manière assez il fait le trait d'union, extrême. Lui, il fait le trait d'union. Oui, mais tous ont fait des traits d'union. Mais après, il y a quand même des limites encore une fois, à la flatterie et la soumission. Donc, ce qui serait idéal, c'est qu'il y ait le même rapport de négociation d'égal à égal à l'OTAN, d'égal à égal. Les Canadiens de nouveau seront là, les Turcs, ça sera important de voir comment ils se comportent, parce qu'ils sont un partenaire régional aussi important et un membre de l'Alliance puissant et important. Donc si on peut conserver cette bonne ambiance, y compris à coup de petits cadeaux de maillot de corps, je ne sais plus ce que le président a offert, mais bon, le dîner. Mais pardon, un beau cadeau quand même. Le dîner, c'est quand même aussi lié à un moment historique américano-français qui légitimait ce dîner. Donc, ce n'est pas un cadeau extraordinaire. Et d'ailleurs, il se trompe. C'est aussi des feuilles d'or à Versailles. Moi, j'ai vu les feuilles d'or voler. C'est pas du plaqué or, c'est ça que vous dites. C'est bien de l'or brut. De l'or, non, mais si, c'est du plaqué or. Ce sont des feuilles qu'on a. Bon. Mais je pense qu'il faut réussir. On a vu là que ça fonctionnait. À mon avis, tous les participants sont plutôt contents, sauf s'il se passe quelque chose d'ici une demi-heure. Et il faut refaire l'exercice à chaque fois, et notamment au sommet de l'OTAN à Istanbul. On se parle d'égal à égal. On a fait un progrès énorme. Et nous, Européens, on a quelque chose à apporter et pas seulement des ordres à recevoir et de l'argent à donner.
Bon, et on apprend à l'instant du président libanais que les négociations avec Israël sont indépendantes de l'accord États-Unis-Iran. Ça, on n'en doutait pas, hein, que les Libanais seraient traités de côté. C'est le dossier à part, évidemment, pour les Israéliens qui, depuis le début de cette crise, le 28 février dernier, ont avancé selon leur plan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Claude France Arnoux. Merci d'avoir été l'invité de l'Info du jour.